Le rendez-vous est pris chaque semaine pour parler de la géopolitique et de la diplomatie donc dans l'espace AES avec le reste du monde. L'émission Regard sur l'avenir qui s'installe donc chez vous avec deux thématiques aujourd'hui. Nous allons aborder la question donc de la Russie qui souhaite bien sûr avoir un dispositif sécuritaire avec la CEDEAO, le même dispositif pratiquement qui avait été signé avec les États du Sahel. Deuxième préoccupation, nous allons parler des 82 militaires maliens qui ont été libérés du joug des groupes terroristes. En tout cas, bravo au Mali. Bien sûr, on va tout de même analyser les tenants et les aboutissants de ces deux thématiques. Sur le plateau, nous avons Alouna Traoré, militant et témoin vivant de la révolution d'août 83, et Labidi Naba, porte-parole du mouvement Face aux causes et également un membre influent de la CNAVC. Camarades, bonjour. Bonjour, camarades. Bienvenue donc à l'émission et merci pour ce temps consacré à la C360. Camarade Traoré, la Russie veut donc signer un accord de sécurité avec la CEDEAO. Que vous inspire cette information? Bon, il faut dire que quand on est en AES, le partenaire stratégique de l'AES, c'est quand même la Russie. Absolument. Maintenant que la Russie a réussi à rentrer dans le précaré français, vous vous souviendrez que l'AES, dans un passé récent, était une chasse gardée de la France. Arriver à déloger la France, l'OTAN et les puissances occidentales du précaré français, c'est vraiment une prouesse. Comme ils ont réussi en AES, et les rapports Russie-AES sont en profondeur. Et en AES, l'insécurité et la déstabilisation de l'AES trouvent la profondeur stratégique dans la CEDEAO. Suivez mon regard. Tout à fait. Donc, et c'est la même Russie qui partage le renseignement militaire, sécuritaire avec l'AES. Mais que cette même Russie prenne langue avec la CEDEAO nous amène à nous poser beaucoup de questions. Parce que la liberté dont jouit l'AES n'est pas la même liberté que jouissent les États de la CEDEAO. Les États sous contrôle CEDEAO, soit dit en passant, la CEDEAO est une chambre d'enregistrement de puissances occidentales, l'OTAN, pilotée par une puissance impérialiste, colonialiste et prévaricatrice qu'est la France. Donc, de ce point de vue et de cette analyse-là, la France va-t-elle accepter, permettre que la Russie lui fasse le même coup qu'en AES? Grande question. Et mieux, c'est avec beaucoup de méfiance. Tout en sachant qu'en CEDEAO, on n'est pas libre de ses mouvements, de ses attitudes. Il y a une feuille de route. Ils sont sous l'emprise et la dictée des puissances colonisatrices, impérialistes, voire françaises. Avant de prendre toute initiative, ils doivent se référer à la France, qui autorise et qui n'autorise pas. Ce n'est pas le cas en AES. Donc, la mission de la Russie est double. Méfiance. Parce que les puissances qui commandent la CEDEAO sont au contrôle et aux aguets. Pas ça, plus jamais ça. Le fait d'avoir perdu 3 États appelés AES, la France, comme les puissances occidentales, n'ont jamais digéré ça et ne digèrent pas. Comme je le dis, ils peuvent être d'accord sur tout, mais sur les questions sécuritaires, le divorce est assez profond entre la CEDEAO
et l'AES. Maintenant que la Russie tente, on peut dire l'impossible, parce que la CEDEAO ne fait pas confiance à la Russie, et maintenant, on attend de voir quelle est la stratégie qu'usera la Russie pour pouvoir convaincre la CEDEAO de pouvoir intervenir. Parce qu'en matière d'achat d'armes, vraiment, la CEDEAO est sur un contrôle strict. On attend de voir par quelle prouesse quelqu'un qui n'est pas autonome puisse décider pour lui-même. Sinon, c'est comme l'admiration que fait l'AES. Tous les États de la CEDEAO, surtout les peuples de la CEDEAO, souhaitent venir en AES, mais ils ont peur. C'est une peur. Que dira la France? Que dira l'Occident? Et derrière la France, il y a l'Union européenne, et derrière l'Union européenne, il y a l'OTAN, les USA, dont le contrôle et le marquage est strict. La CEDEAO ne fait pas ce qu'elle veut. Elle est obéie à un agenda. Elle est sous l'emprise des puissances occidentales. Donc cette percée de la Russie en CEDEAO, nous attendons de voir les fruits que ça portera. Mais la liberté est donnée à la Russie de traiter avec qui elle veut. Donc, de mon point de vue, on attend de voir comment la Russie va s'y prendre pour arracher cet accord de sécurité avec la CEDEAO. Parce que la CEDEAO obéit à un agenda indépendant de sa volonté. Tout à fait. La CEDEAO n'est pas souveraine, or l'AES est souveraine et revendique, et le fait savoir, coopère avec la Fédération de Russie, l'Iran, la Chine et la Corée du Nord. Oui. Donc, quand tu n'es pas libre, tu ne peux pas fréquenter ces États-là. Absolument, absolument. Voilà un peu, c'est la quadrature du cercle. Tout à fait. Comment garder ses acquis en AES et faire pousser ses pions en CEDEAO, qui veut bien venir en AES, mais ils ont peur de mettre. On attend de voir ce que ça va produire. Sinon, la Fédération de Russie offre la liberté. Si la Fédération de Russie réussit en CEDEAO, nous sommes vraiment en sécurité parce qu'on aura toutes les informations, toutes les initiatives. La profondeur stratégique va disparaître. Tout à fait. On sera au courant de tous les mouvements en CEDEAO, comme ça se fait aujourd'hui encore. Donc c'est pour mieux nous informer davantage. Nous faisons complètement et entièrement confiance à la Fédération de Russie qui poursuit ses intérêts. Et pour rien au monde, elle n'abandonnera l'AES au profit de la CEDEAO. On attend de voir. Absolument. Voilà. Camarade Labidi, la CEDEAO qui attend avec impatience, en tout cas, cette signature d'accord de sécurité avec la Russie, ça pose beaucoup d'interrogations, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, ça pose beaucoup d'interrogations, surtout au regard du fait que la Russie est un partenaire stratégique et je dirais même prépondérant pour l'AES. Depuis justement l'affirmation de la souveraineté des pays de l'AES, à commencer par le Mali, puisque c'est le Mali qui est le pionnier dans cette époque. Je veux parler de cette dernière décennie, de ces 2 dernières décennies. C'est le Mali sous l'impulsion du président malien Assimi Goïta qui a pour la première fois tapé sur la table pour rompre les liens morganatiques qui le lient à sa maîtresse, à la France. Depuis lors, un partenariat stratégique s'est tissé entre le Mali et la Russie. Depuis nos positions au Burkina Faso, alors que c'était le régime MPP qui était au pouvoir, nos pamphlets, nos discours de soutien à la dynamique impulsée par le président malien Assimi Goïta, qui était quelque part une interpellation aux dirigeants de l'époque au Burkina Faso, de savoir que c'était la voie pour notre libération et pour notre
pour une lutte efficace contre le terrorisme qui malheureusement n'a pas été entendue par ces autorités-là, politiques de l'époque. Donc, a permis d'observer un environnement où la Russie a progressivement posé un certain ancrage diplomatique, militaire, en tout cas de collaboration avec le Mali. Et progressivement avec le Burkina Faso, quand le Burkina Faso a pris ses responsabilités, et avec aussi le Niger. Maintenant, aujourd'hui, que nous constatons que la Russie veuille justement tisser des liens de partenariat, c'est un peu multiple, y compris militaire, avec la CEDEAO, les interrogations se posent. C'est vrai que l'Algérie et le Mali, aujourd'hui ce n'est plus le cas, ont vécu une période de tension. Même avant la situation qui s'était produite à Tizawanten avec le bombardement du drone, oui. Un drone vraiment stratégique par l'Algérie. Il faut dire que la Russie est toujours restée là, à collaborer avec le Mali, mais aussi à collaborer avec l'Algérie. On a vu aussi que le Niger était allé en Algérie. Toute chose qui peut nous dire qu'avec le dégel qui s'est produit entre-temps, bon, ces pays-là ont peut-être ont dû jouer leur rôle dans ce sens. Maintenant, avec la CEDEAO, est-ce que l'Algérie, disons, est-ce que la Russie arriverait à concilier ces rapports entre CEDEAO et AES? C'est une question sur laquelle je vais revenir rapidement. Est-ce que la Russie, qui veut signer un accord de partenariat militaire avec la CEDEAO, sur quoi va se fonder cet accord de partenariat militaire? Si tant est que, comme le camarade Traoré l'a dit, la CEDEAO n'est pas libre. Et c'est là tout le problème entre l'AES et la CEDEAO. Et la non-liberté, c'est-à-dire la CEDEAO est emprisonnée dans le diktat de la France et de l'impérialisme occidental. Ça, ce n'est plus à démontrer. Et donc, un pays, disons une organisation sous-régionale, qui ne peut avoir d'initiative personnelle que celle venant de son maître, la France, qui aujourd'hui met tous les moyens, mais les moyens souvent même immondes, pour déstabiliser l'AES, afin d'avoir son emprise, de reconquérir son emprise sur ces différents pays-là. Comment se mettre là, par devers les rapports que la Russie et la CEDEAO auraient, donnerait comme instruction à cette CEDEAO? Elle n'acceptera pas. Je pense que la Russie est en train de se moquer de la France. Parce que elle se dit, ben voilà, nous faisons une confrontation au plan géopolitique, en Ukraine, un peu partout. Ton giron là, j'irai là-bas et je verrai qu'est-ce qui va se passer. Donc je pense que c'est venir créer une sorte de capharnaüm politique au niveau de la CEDEAO, bon, pour permettre à ceux qui sont perspicaces, qui savent lire dans les signes, d'attraper cette brèche-là et définitivement de travailler justement à sortir de cet embrigadage politique maintenu et contrôlé par la France.
est-ce que ces dirigeants-là entendront le message? Dans tous les cas, un accord militaire va consister à quoi? Est-ce que, puisque la CEDEAO, même sa force en attente, qui n'a jamais agi, cible toujours les pays de l'AES comme leurs agresseurs et non pas les terroristes. Et la Russie ne financerait pas, en tout cas la Russie ne participerait pas à de telles forfaitures. Absolument. Donc, je pense qu'à ce stade-là, c'est vraiment diplomatique, ce sont des échanges. Jusqu'à ce que les choses se concrétisent, moi je ne le vois même pas ainsi. Je vois tout simplement que la France va réagir dans les jours à venir. Voilà. Si elle ne réagit pas directement, la CEDEAO va, en dépit de cette brèche tendue par la Russie, elle va poser des actes contre l'un des pays de l'AES ou carrément contre l'AES. D'accord. Merci et bienvenue donc aux camarades Komtobré qui nous rejoignent donc bien sûr pour l'émission Regard sur l'avenir. Camarade Komtobré, la dynamique est lancée. Les États de l'AES affirment pleinement leur souveraineté. Et je pense que le soutien principal de cette dynamique de souveraineté, c'est la Russie, qui a signé des accords donc, militaires, des accords de défense, de sécurité avec les États du Sahel. La Russie donc annonce également dans la foulée des accords militaires donc, avec la CEDEAO. Et dans la même foulée, Emmanuel Macron annonce également une tournée d'adieu parce qu'il doit céder le fauteuil présidentiel en 2027, bien sûr dans l'espace ouest africain. Comment vous analysez donc toutes ces informations-là? Ok, merci à vous et merci aussi à mes camarades ici présents. C'est un immense honneur d'être toujours là. Et il faut dire que nous sommes dans un, comment on appelle ça, un scénario géopolitique avec les jeux des acteurs qui sont bien définis. Nous avons la CEDEAO, nous avons l'AES, nous avons notre partenaire la Russie et nous avons aussi la France. Donc ça fait 4 personnes, si on va symboliser ça ainsi. Et quand vous regardez, vous voyez que le monde occidental utilise l'Ukraine pour déstabiliser la Russie. Et par ricochet, utilise l'Ukraine pour venir au niveau des États que la Russie soutient au niveau de l'Afrique, c'est-à-dire les États de l'AES. Voilà pourquoi vous regardez au niveau du Mali, vous voyez la plupart des armes, comment on appelle ça, les grands mercenaires, ce sont des Ukrainiens. Absolument. Voilà, c'est confirmé. Bien, qu'est-ce que la Russie fait? Vous savez que nous sommes en géopolitique. En géopolitique, il n'y a pas d'acte figé. Il n'y a pas à dire que le comportement est comme ça. Non, non, non. Ça bouge en fonction. Ton ami peut devenir ton ennemi peut devenir ton ami. L'essentiel, c'est que chacun sache où se trouvent ses intérêts pour la préserver. Et à partir de ce moment, nous, les gens de l'AES, nous observons. Et nous, on peut dire que le rapport, comment on appelle ça, la convention que la Russie veut signer avec les États de la CEDEAO, il y a 2 analyses. La première, est-ce que les États de la CEDEAO se sont rendus compte qu'ils sont réveillés pour se rendre compte que ce que nous combattons depuis 2012 pour le Mali et 2015 pour nous, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, c'est un enjeu qui ne peut pas échapper. Donc, pour eux, en étant à l'intérieur de leurs États avec les renseignements qu'ils ont, ils peuvent se rendre compte que, vu la puissance de feu que les États de l'AES tiennent depuis belle lurette avec leurs partenariats russes, ils se disent que bon, est-ce qu'il n'y a pas mieux pour nous de créer un partenariat militaire avec les Russes, parce qu'avec les Russes sont sérieux dans le combat et la lutte contre le terrorisme. Ça peut être une de leurs analyses personnelles, ou dans le cas de la CEDEAO, pris individuellement. Mais la deuxième analyse, c'est quoi? C'est que les Russes eux-mêmes peuvent dire, ok, comme vous utilisez l'Ukraine pour venir déstabiliser le bastion ouest africain qui est l'AES, il n'y a pas de souci, je rentre chez vous. Donc, puisque le bloc occidental a pour figure de proue en Afrique de l'Ouest, surtout dans notre cadre, la France, dont la CEDEAO est le bras armé. Et à l'intérieur de la CEDEAO, il faut savoir qu'il y a 2 blocs. Il y a le bloc de ceux qui ont le CFA,
qui sont à part. Il y a le bloc de ceux aussi qui ont leur monnaie avec l'Angleterre, c'est-à-dire le Ghana, le Nigeria, un peu la Guinée, voilà, la Mauritanie, ainsi de suite. Bon, la Mauritanie n'est plus là. Mais quand vous observez, vous vous rendez compte que qui a peur de l'arrivée des Russes dans la CEDEAO? C'est les Français. Parce que les Russes peuvent venir armer comment on appelle ça, les États de la CEDEAO. Mais le souci pour nous, État de l'AES, est que quand vous regardez la plupart des dirigeants, il n'y a pas quelqu'un qui est convaincu de la révolution. Diomaye Faye ne peut pas faire la révolution, ce n'est pas possible, il ne faut pas rêver. Avec son ami Sonko, il ne peut pas. Ils ont dit même qu'ils font le panafricanisme de gauche, donc on ne peut pas compter sur eux. Ouattara ne peut pas faire la révolution. Et comment on appelle, l'Équateur-Guinéen et le Bissau-Guinéen ne peut pas faire la révolution. Bon, quand vous regardez ces acteurs-là, vous vous rendez compte que ce ne sont pas des hommes sérieux. Alors que le moment est propice, comme le dit le camarade. C'est-à-dire, on vous donne du pain. Et vous pouvez profiter de la main tendue de la Russie pour vous renforcer militairement et qu'ensemble, on combat. Mais le problème est que quand vous regardez les autorités, ils ne peuvent pas le faire. C'est ça l'inquiétude des États de l'AES. Sinon, la Russie collabore avec tout le monde. Je rappelle, la France, à l'instant où nous parlons, paye le pétrole russe. Tout à fait. Les Américains font du commerce avec les Russes. Mais tous les jours, ils nous pullulent ici en faisant comme s'ils font la bagarre. On se connaît. Les gars, ils mangent entre eux. Et après, ils reviennent. C'est pour dire quoi? Il faut que nous, au niveau de l'AES, nous soyons convaincus de notre trajectoire. Nous armer jusqu'au cou. Et quand les nations vont s'asseoir, on s'assoit. Parce que si nous-mêmes, on prend toute notre énergie et on met sur la Russie, mais ça veut dire que pour le moment, on n'a pas encore bien saisi. Les Russes ne peuvent pas être là pour nous. Non. Ils nous aident à un temps bien défini. Et c'est pourquoi notre camarade capitaine Ibrahim Traoré a très bien compris. Il y a des moments où on va payer les armes. Il y a des moments où on ne paye plus. On va les fabriquer. On fabrique. Il a très bien vu ça. C'est pour dire que si vous êtes chaque fois payé, par fini, bon. Votre souveraineté n'est pas encore comment on appelle ça, à la phase préliminaire, hein, vous n'avez pas encore bougé. Mais avoir des autorités qui réfléchissent jusqu'à la maîtrise des outils technologiques, la maîtrise de l'énergie, la maîtrise et la production de tout ce que nous allons utiliser, c'est ça l'arme redoutable pour un État souverain. Absolument. Et aujourd'hui, les États de l'AES sont lancés à ça. Hier, vous voyez, il y a un communiqué qui est sorti au niveau de la CEDEAO qui parlait de l'écho. Bon, ça c'est la mère de la France. Ça ne peut pas donner. Mais est-ce que nous, les États de l'AES, on doit s'inquiéter de ça? Non. Nous, on se concentre sur nous parce que nous allons produire notre monnaie, activer le levier économique que nous avons et rivaliser. Parce que dans la géopolitique actuelle, seuls les forts discutent. Et les forts, c'est ceux qui ont les leviers de leur économie, de leur armature militaire et de leur armature politique. Et c'est sur ça que les États de l'AES comptent. De toutes les façons, quand vous regardez au niveau de la CEDEAO, il y aura basculement. C'est un sûr. Parce que personne ne va prendre la direction actuelle. Tous les États pris individuellement au niveau de la CEDEAO. Personne ne peut se lever la tête tant qu'il ne passe pas par la révolution. Ils n'ont pas le choix. Et le rapprochement de la Russie avec la CEDEAO peut être vu dans ce temps que les Russes diversifient leurs partenariats parce qu'il y a un vaste marché à ciel ouvert. Absolument. L'armée nigérienne déstructurée avec les Russes peut être structurée. Maintenant, est-ce que Tinubu sera au sérieux? C'est une grosse point d'interrogation. Ne serait-ce qu'au moins, comme les États restent et que les dirigeants partent, il peut trouver qu'au niveau des armées de la CEDEAO, que ce soit du Ghana, que ce soit du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, bon, certains peuvent se rendre compte que oui, c'est vrai, la politique, c'est bien, mais il faut qu'on préserve nos États. Et s'il faut aller dans tous les vents, aller chercher des partenariats, voilà, pour pouvoir régler nos soucis, aller en Russie, ce n'est pas un souci. Mais par ricochet, ça, c'est un élément qui permet de dire que non. Si aujourd'hui, les États de la CEDEAO doivent glisser pour aller au niveau de la Russie pour s'armer, ça veut dire que quoi? Les relations avec la France ne marchent pas. Parce que c'est le partenaire fiable. Mais si, malgré ça, les autres doivent aller à quelque part, ça veut dire que, bon, militairement, celui qui est là ne peut pas assurer votre sécurité. Tout à fait. Donc ça, c'est la leçon que nous, les États de l'AES, tirent. Et ça nous convainc pour dire qu'on a eu raison de les chasser d'ici. Et nous les chasserons toujours. Pour dire aux États de la CEDEAO, s'il y a des hommes militaires capables de prendre la main tendue de la Russie, de faire en sorte que nous puissions convertir cette diplomatie qui vient et construire une armée. Parce que les États de l'AES, là, nous, on ne veut pas voir nos voisins destitués. Ce n'est pas bien. Parce que nous, on est déjà sous le feu.
Et si on arrive à avoir des États au moins qui sont équilibrés sur le plan militaire, ça nous permet, nous, de nous concentrer. Imagine si les voisins, ça commence à brûler. Bon, regardez, comment on fait? Nous, on est entourés par des pays bizarres comme ça. Donc, il faut de soi que, en tout cas, qu'il y ait des hommes sérieux dans ces différents États de la CEDEAO qui puissent tenir bien la main tendue de la Russie et signer des vraies conventions militaires qui vont les permettre non seulement d'avoir des armées structurées, bien équipées, voilà, à un moment donné, on s'entraide. Aujourd'hui, si la CEDEAO a décidé de nous envoyer des forces et qu'il n'arrive pas à envoyer la force, ça veut dire que militairement, ça ne tient pas. Voilà, il ne suffit pas d'avoir des hommes et des femmes aussi dans l'armée. Il faut avoir des hommes courageux, audacieux, qui rêvent grand. C'est ça, nous, on a besoin. Absolument. Et je pense qu'avec la convention, là, s'il peut faire ça, tant mieux. Mais dans toutes les façons, nous, au niveau de l'AIS, on est concentré sur notre objectif. Absolument. Construire des armées puissantes. Tout à fait. Fédérer. Couper toutes les frontières néocoloniales qui ont été tracées au niveau de la convention comment on appelle ça, la conférence de Berlin. Restructurer nos structures économiques, créer nos routes, créer nos voies ferrées, prendre l'air en otage, et même s'il faut aller dans la planète Mars, c'est ça. Et le jour où on m'a dit qu'il y a une grande conférence à l'ONU, voilà l'AES, voilà la Russie, voilà la Chine, voilà les États-Unis, on s'assoit en tant que grands hommes, voilà, capables aussi de discuter de ce qu'on peut appeler la gouvernance du monde. Camarade Traoré, le langage officiel a beaucoup changé au Ghana. Le président ghanéen donc, a même parlé, en tout cas, d'un possible, très possible donc, accord de défense et de sécurité avec l'AES. Parce que pour lui, on ne peut pas imaginer donc l'Afrique de l'Ouest en paix, en sécurité, sans l'AES. Donc, je pense que ce langage a évolué et ça réjouit un tout petit peu la plupart des États qui commencent à réfléchir positivement. Il faut voir historiquement le rôle joué par la Russie. La Russie offre aux États de l'AES ce que la France, en plusieurs décennies, n'a pas pu offrir aux États de l'AES. La preuve est établie que l'AES est militairement au point. Et comme le camarade Labidi le disait, la Russie a été pour beaucoup dans la reprise des relations Mali-Algérie, un grand facteur de stabilité. Donc la profondeur stratégique pour que les rebelles puissent attaquer le Mali à partir de l'Algérie va s'amoindrir. Ils ne vont pas trouver une base arrière. Et si la même Russie, ayant délogé, bon, c'est des faits, c'est établi ou non établi, arriver à déloger, faire déloger la France du Mali, du Burkina et du Niger, pourquoi pas ailleurs? C'est le système de démantèlement de la CEDEAO, puisque c'est une opportunité, l'offre de services de la Russie est plus alléchante. La Russie forme et te donne l'opportunité de créer toi-même. Et plus les jours avancent, l'AES devient plus fort militairement, parce que les résultats sur le terrain, que ce soit au Mali, au Burkina, au Niger, les déstabilisateurs sont en train de subir des défaites énormes. Des grands chefs militaires appelés terroristes, encore une fois, il faut changer le narratif. Sous le couvert du terrorisme qui a été terme inventé par la France pour nous déstabiliser, elle sous-traite la déstabilisation de des États de l'AES par des groupes qu'elle fomente, qu'elle organise, qu'elle finance, qu'elle arme, pour ne pas se faire voir. Donc, la Russie, fort des acquis en AES, en train de faire mordre la poussière à la France, à midi, en plein jour, l'équipement, l'entraînement des hommes et l'autodétermination des États de l'AES est attractif. Vous voulez réussir, réussissez militairement. Vous êtes soumis par rapport à l'ancien colonisateur qu'est la France, qui n'offre pas mieux. Vous êtes en insécurité avec la France. Vous êtes en sécurité avec la Russie. Ce que la Russie peut demander à la CEDEAO, l'AES ne peut pas demander. Nous venons avec vous à condition que vous observez une marche, ne pas déstabiliser l'AES. L'union est obligatoire. Vous devez vous entendre.
vous avez les mêmes problèmes. On vous arme à condition que vous n'attaquez pas l'AES. Tout à fait. Ça, la Russie peut le demander. Et mieux, l'offre de services. La Russie ne donnera pas autant d'armes perfectionnées à aucun pays de la CEDEAO, plus que ces armes-là ne soient contenues en AES. Donc moi, je pense que l'opportunité, la Russie a réussi en AES. Pourquoi ne pas progresser? C'est la petite conquête. Donc la Russie peut être un facteur unificateur, faire jouer aux États d'Afrique occidentale. Occupez-vous de vos propres problèmes. Absolument. Apprenez à vous défendre. Ne vendez pas votre sécurité à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas meilleur défenseur de votre sécurité que vous-même. Et que le terrorisme, en fait de terrorisme, il faut comprendre la déstabilisation est orchestrée par le maître qui use de la déstabilisation pour justifier sa présence. Ce que la Russie ne fait pas. La Russie vient, elle vous arme, vous achetez et assure votre sécurité et votre développement. Quand vous êtes sécurisé, vous pouvez mieux vous développer. L'exemple type, regardez l'AES qui réussit. Sécurisé et peut se développer. Vous êtes en insécurité parce que celui qui crée l'insécurité en Afrique occidentale, c'est la France, qui arme les groupes terroristes, qui est le terroriste, l'État terroriste. Il faut comprendre le déstabilisateur principal de l'Afrique occidentale, c'est la France. Sous le couvert du terrorisme, veut déstabiliser l'AES. N'a jamais digéré le fait d'avoir été chassé de l'AES. Et maintenant, la Russie mène la bonne politique. C'est comme en situation de polygamie. Tout le monde fait confiance. L'AES fait confiance à la Russie, preuve à l'appui. Absolument. Armement, formation, autonomie, droit d'initiative. Bel exemple. Et maintenant, la Russie, en allant à la CEDEAO, regardez l'exemple en AES. Ils sont autonomes. Nous assurons la vente des armes, le service après-vente, la formation. Et plus vous êtes avec nous, vous ne devez plus attaquer l'AES. Votre territoire ne peut plus être utilisé pour attaquer l'AES. Donc, la Russie apparaît comme un facteur sécurisateur. Ce que la France n'a jamais offert aux États de la CEDEAO. Elle veut profiter de ces États de la CEDEAO pour attaquer l'AES. Or, l'entrée de la Russie en CEDEAO sécurise l'AES et permet le développement. Je pense que c'est une alternative qu'offre la Russie et on ne peut que souhaiter bonne chance à la Russie parce qu'elle est arrivée à faire mal aux déstabilisateurs et donne l'opportunité à ces États soumis de voir qu'il y a une alternative. On peut s'équiper, on peut mieux vendre, se vendre, parce que les transactions sont claires. Voici les armements, voici comment vous devez les payer, et vous ne demandez plus l'autorisation à quelqu'un. Et je pense que l'initiative est belle. Il faut que nous ne pouvons que souhaiter du succès à la Russie, parce que si la Russie réussit, notre sécurité est garantie. Absolument. Oui, allez-y. C'est un truc que je voulais ajouter à l'explication majestueuse de nos camarades. C'est la question que vous avez posée par rapport à la signature qu'on aura avec le Ghana par rapport à, comment on appelle ça, les corridors, là, la sécurisation des corridors. C'est une anticipation, c'est du dialogue économique qui est devant, qui arrive. Vous n'avez pas remarqué qu'au niveau du Niger, il y avait le problème de paille plat avec le Bénin. Vous n'avez pas remarqué au niveau du Mali, il y avait le problème avec les citernes. Ok. Chez nous, c'était pareil. Vous savez que la porte d'entrée, c'était le Ghana. Et dans l'anticipation géopolitique que le camarade capitaine Ibrahim Traoré connaît, par signer une convention avec le Ghana, vous leur dites, il faut qu'on sécurise le bloc. Le corridor. Parce que, et vous allez remarquer pourquoi les prix des produits flambent à l'intérieur ici. Vous allez remarquer, il y a un lien. Puisqu'il faut déstabiliser les corridors et activer les valets locaux dans le commerce. Il faut commencer à crier. Voilà. C'est un système très utilisé par les Occidentaux. Et si vous ne maîtrisez pas ça, vous tombez dans le piège. Et c'est très bien vu. Et on peut le lier avec l'arrivée des Russes. Tout ça peut être des domaines dans lesquels on peut discuter pour dire que, si vous êtes sûr que vous voulez signer des conventions militaires avec vous, nous on est sûr de vous vendre des armes.
on est sûr de vous aider à former vos militaires, ainsi de suite. Mais à condition que, premier tiret, ça, deuxième tiret, ça, troisième tiret, ça. Et à partir de là, ça peut amener ceux qui sont au niveau de la CEDEAO de se rendre compte que ils peuvent avoir l'AES comme zone de soutien. Et eux aussi ne doivent plus être comme base arrière. Parce que pour déstabiliser l'AES, il faut carrément une base arrière au niveau des États de la CEDEAO pour pouvoir pénétrer. Tant qu'il n'y a pas de base arrière, ça sera très compliqué de déstabiliser. Et comme nous aussi, nous faisons le commerce avec eux, voilà, il va de soi que certaines décisions soient prises de façon radicale pour que les choses avancent. Camarade l'avait dit, est-ce que ça explique cette annonce donc, de l'Élysée qui prévoit donc une tournée du président français donc, dans la CEDEAO? Il est annoncé au Nigeria, en Côte d'Ivoire, il est annoncé au Bénin, au Sénégal. Il y a d'autres pays qui seront sûrement donc cités comme la Guinée, etc. etc. Est-ce que déjà la France, qui était aux abois depuis un certain temps, est-ce que ça n'explique pas un peu cette tournée soudaine? Oui, ça l'explique. C'est-à-dire que l'initiative de cette villégiature dans les pays sous son influence pour rappeler, bon, écoutez, je vais partir, j'ai fait de bons services, quelle que soit la personne qui viendra, ça sera toujours la France qu'elle servira, et vous pourrez toujours poursuivre et pérenniser les liens justement qui existent entre la France et votre pays. Oui. Liens qui sont, on l'explique depuis longtemps, qui sont des liens d'exploitation, de domination et voilà, d'alimentation pour la France. Sans nul doute, c'est-à-dire, il y a deux cas. Si l'initiative avait été élaborée bien avant, c'est qu'elle s'est adaptée avec cette sortie de la Russie. Voilà. Et elle va se réajuster quand les premières adresses avec de Macron, au premier qui l'accueillera, seront données. Quand on va l'écouter... Tinubu était en France. Tinubu était en France, il y avait un autre aussi Diomaye là. aussi. Diomaye. Voilà, ils se sont croisés. Oui, Alassane aussi. Donc sûrement... le président Alassane. Il faut harmoniser. Oui. Donc, et c'est là tout le problème. C'est-à-dire, depuis 1960, si on va s'asseoir sur la même chaise, avoir la même posture, dans des pays où 90% de la population vit dans une précarité totale, où c'est cette minorité élitiste-là qui s'en sort, qui parle voilà, au monde. Au nom de qui? Au nom de ceux-là qui n'ont pas d'hôpitaux, qui ne peuvent pas manger à leur faim, qui n'ont pas l'éducation, la bonne éducation, qui n'ont pas d'infrastructure. Mais qu'est-ce que véritablement gérer un pays? Donc, c'est sortir en fait de cette influence de l'impérialisme occidental que ces différents pays, même si ils doivent accueillir le président français, ils doivent avoir le courage définitivement de suivre les aspirations de leur population. Parce que leur population veut ce que je viens de citer, la sécurité aussi. Donc, la France va anticiper, elle va essayer de contrecarrer. Cela, je le disais dans mon premier propos. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que au sein de la CEDEAO, il y a quand même des leaders qui comprennent. Il y a des leaders qui vont travailler à la CEDEAO doit disparaître. Définitivement, c'est-à-dire au bout du tunnel, la CEDEAO doit imploser par le fait de ces leaders qui feront les choses autrement, qui feront les choses
en fonction de la volonté de leur peuple. Donc, la perche tendue par la Russie, je pense que ces leaders-là, on a le Ghana, bon, le Ghana déjà, c'est bien clair, il y a le Togo aussi, ils pourront faire quelque chose. Voilà. Le Bénin pouvait, avec le président Ouaddaï, mais la frontière est toujours fermée. Pourquoi c'est toujours fermé? Du côté, pendant que on promettait... la frontière avec le Niger. Oui, avec le Niger est toujours fermée. Du côté, justement, du Niger, puisque le Niger a posé des conditions. En fait, l'ADN de la domination, là, tant que ce n'est pas détruit, tant que vous ne vous libérez pas de ça, vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas avancer avec des pays souverains. Vous ne pouvez pas avancer dans la voie de la construction des aspirations profondes de vos peuples. Voilà. Maintenant, la souveraineté, il faut qu'on la comprenne. La souveraineté n'est pas aller s'adonner à un autre maître. Ce que la Russie est en train de faire, c'est bien. Mais le camarade comme Toumbré l'a dit, le camarade Traoré aussi, et je vais le dire, je vais emboucher la même trompette. Le camarade capitaine Ibrahim Traoré a compris les enjeux du moment. C'est-à-dire que les relations diplomatiques répondent à une loi géopolitique et géostratégique contextuelle qui est en fonction des intérêts du moment de chaque pays. Avec la Russie, c'est ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que éternellement les choses seront ainsi. Nous allons, dans un certain moyen terme, fabriquer nos armes. Nous allons nous développer nous-mêmes, mais en attendant, on a ces rapports qui nous permettent justement d'avancer sur la voie de notre souveraineté, de la consolider, sans perdre de vue qu'aucun pays ne sera le maître du Burkina Faso, ni le maître de la Russie, et disons de l'AES. Voilà, donc la tournée de Macron, elle va porter aussi ses objectifs de déconstruire ce que la Russie est en train de faire. De toute façon, à chaque fois que le président Macron a l'occasion, sans que la Russie ne l'ait provoqué, tous les mots de la France sont comme provoqués par la Russie quand on suit son discours. Ouais. Donc, il ne va pas se réserver de revenir sur ça avec les présidents qui ouvriront grandement les oreilles pour l'écouter et surtout poursuivre ses injonctions. Réaction en 2 minutes. Oui, en 2 minutes, c'est pour dire que quand vous regardez la cartographie des pays auxquels Macron veut faire ses dernières tournées, vous voyez, vous prenez le Sénégal, il y a une bruit politique. La Côte d'Ivoire, il y a bruit politique. Vous regardez la Guinée, ce n'est pas encore stable. Bon, donc il y a une tentative qu'après lui, il peut y avoir bousculement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut revenir rassurer les partenariats? Puisque l'enjeu ici, c'est quoi? Ce sont les entreprises françaises qui sont installées. Bon, exemple, en Côte d'Ivoire, il y a 1000 entreprises françaises qui ne payent pas leurs impôts en France et qui payent leurs impôts qui ne payent pas leurs impôts en Côte d'Ivoire, autant pour moi, qui payent leurs impôts en France. Est-ce que s'il y a bruit politique et qu'il y a changement, un régime ne peut pas venir dire que de payer leurs impôts en Côte d'Ivoire? C'est un problème. Bon, et si la France voit qu'il y a cette tentative qui arrive, est-ce qu'il ne faut pas gérer l'après Ouattara, même si je ne suis pas là? Donc il y a tous ces paramètres-là qui sont autour. Et au même moment, il y a le risque qui s'approche. Donc ça veut dire que l'AES doit ouvrir ses antennes clairement pour suivre toutes les mutations à l'intérieur. Que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan militaire, que ce soit tous les agissements qui vont se passer, parce que les jours, les mois et les années à venir dans la CEDEAO, il y aura fumée, il y aura le feu. Les choses vont bouger parce que les États ne peuvent pas rester comme ça.
les populations de la CEDEAO ne peuvent pas rester comme ça parce qu'il y a des individus qui sont là, qui sautent d'avion en avion alors qu'ils ne peuvent pas soulever les vraies questions. Donc, la colère va finir par envahir certains États. Donc, à partir de ce moment, le régime qui va prendre, soit avec la convention russe, il glisse et rejoint l'AES, soit bon, il s'assure que l'OTAN va venir les aider. Mais tout compte fait, avec le mouvement que nous voyons au niveau du Moyen-Orient, avec la gestion que l'Iran est en train de faire avec le détroit d'Ormuz, avec la Chine qui est en train de gérer correctement Taïwan, les Russes qui gèrent tranquillement l'Ukraine, Trump qui fait, comment on appelle ça, le rêve et la réalité en même temps. Donc vous voyez que c'est compliqué. Macron qui n'arrive même pas à convaincre plus les Français, le fait qu'il a envahi la France. Donc vous voyez, il y a un tourment qui est en train de se passer que quand vous observez, quand vous êtes lucide dans la CEDEAO, je prends le cas des États de la CEDEAO, quand vous êtes lucide, il faut regarder tous ces paramètres et se dire que bon, il faut que nous aussi, même si on ne veut pas faire comme les États de l'AES, on n'a qu'à s'approcher un peu d'eux, en attendant que les choses se clarifient clairement. Mais je pense que les tournées, ça ne va pas finir. Macron peut faire 10 000 tournées, ce n'est pas notre problème. Là, le seul souci pour nous, c'est notre position. Tout à fait. Il ne faut pas dévier. Il faut le solidifier. Nous armer jusqu'au cou. C'est-à-dire mettre la révolution dans tout. Même si tu es cuisinier, tu es révolutionnaire. Il faut ramener la révolution partout. Les quartiers. Donc quand on va finir les immersions avec les élèves et les étudiants, on rentre les orpailleurs, on va faire immersion patriotique. Partout on fait l'immersion patriotique et que le Niger et le Mali aussi suivent la ligne. Tout à fait. Pour que l'AES soit comment on appelle ça, un environnement militaire. C'est-à-dire le citoyen qui est assis est déjà militaire. Il suffit seulement de lui donner là, et il a tous les rudiments nécessaires. Donc il faut qu'on arrive à ce stade-là, parce que le monde qui est devant nous, c'est un monde de gangsters. Et je sais que d'ici 2035, 2040, 2050 à venir, ils vont finir par se limer entre eux. La guerre que vous voyez en Iran, là, les gars, ils vont finir par se déchaîner. Donc il faut qu'au moment où ils vont se déchaîner, nous, on est déjà prêts, on peut se sécuriser au moins nous-mêmes. Absolument. Voilà. Merci donc. Oui, allez-y rapidement. Bon, je voulais dire que la situation présente est belle. Parce que la France est dans un déni. L'Afrique a grandi et la doctrine française en Afrique n'a jamais changé depuis la coloniale, la néocoloniale, jusqu'à nos jours. La France, arrogante en Afrique, condescendante en Afrique, elle ne va jamais changer. Or, la Russie offre l'alternative. Absolument. D'où la France est mal barrée. Partout, elle voit Wagner. Aujourd'hui, c'est l'Afrique à corps. Vraiment, la France est malade. Elle est déstabilisée par elle-même. Elle ne peut pas changer de logiciel. C'est toute sa faiblesse. Tout à fait. Deuxième sujet donc de l'émission, on va aller après les courses, car nous sommes pris par le temps. En 2 minutes, votre analyse, commentaire sur la libération, en tout cas triomphale, des 82 militaires maliens, donc, et bien sûr, qui ont été libérés du joug du groupe terroriste donc, au Mali. Comment vous avez donc trouvé cette actualité? Bon, joug terroriste, c'est joug déstabilisatrice. Qui est à la commande de l'autre côté? C'est quand même la France. Et en contrepartie, il paraît que le chien ne change jamais sa posture. Les 82 militaires maliens, en contrepartie de combien? Je pense qu'il y a un agent de la DGSE française, dans le même temps, qui a été aussi libéré. Donc, qui est à la commande? C'est encore la France qui est au pilotage des marionnettes, dits terroristes, des déstabilisateurs. C'est toujours bon à prendre, mais la sérénité commande qu'il faut être vigilant. Et avoir 82 militaires maliens, c'est nos compatriotes, nos rangs se renforcent et ça nous permet d'avoir plus de vues et de consolider les renseignements. Ils viennent avec une nouvelle culture. Comment le marionnettiste se comporte de l'autre côté. Je pense que c'est vraiment une bouffée d'oxygène, mais n'oublions pas que c'est la France qui a libéré les 82. Puis c'est celle qui nous attaque. Maintenant, plus les jours passent, le roi est nu, la France déstabilisatrice, c'est elle le terroriste. D'accord. Camarade Labidi, en 2 minutes. Oui, merci, camarade Koulibaly. Ici, ce qu'il faut dire, c'est que, vous savez, les États ne peuvent pas tout dire. Il y a des choses
qui resteront des secrets d'État. Ce qui s'est passé ici, le camarade Traoré vient de le dire, il y a eu tout simplement un échange piloté de main de maître par justement la France et le Mali, de ce que justement c'est un échange. Voilà, d'un agent de la DGSE, Yann Visilier, qui a été pris la main dans le sac. Hein, c'est de peu d'ailleurs qu'il n'est pas tombé sous les balles. Et donc, contre 82 soldats, dont nous devons saluer la résilience et la hauteur d'esprit, puisque la majorité d'entre eux disent encore être prêts à repartir au front. Donc ça, c'est une opération qui vient démontrer l'implication, mais totale, de la France dans cette guerre qui nous a été imposée, et que tous ceux que nous voyons qui sont en train de nous attaquer ne sont que des exécutants des ordres militaires dévastatrices de la France. Et quand son compatriote est pris, elle met tout en œuvre pour libérer ce compatriote. Mais quand il s'agit entre nous, Africains, elle a toujours cette posture condescendante. Donc c'est interpeller tous ces écervelés qui prennent les armes et qui crient à des dogmes religieux venus de je ne sais où, qu'ils se trompent. Absolument. Et que c'est le moment de déposer ses armes et de rentrer à la maison. D'accord. Comme Tobré, allez. C'est une victoire diplomatique du président Assimi Goïta. C'est-à-dire amener la France à dire clairement que je finance le terrorisme. Sinon, la logique voudrait que quand le Mali libère un certain nombre de groupes terroristes qui ont été emprisonnés, les terroristes libèrent un certain nombre de militaires, non? Le roi est nu. Oui, oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas un agent de la DGSE. Ils avaient dit hier que ce n'était pas un agent de la DGSE. Mais pas fini, ils ont dit quoi? Ça a été confirmé. C'est un agent de la DGSE. Et qu'est-ce que la DGSE fait? La Direction générale du renseignement extérieur français. Qu'est-ce qu'ils font en Afrique? Au Mali. Déstabiliser le Mali. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lors de l'attaque du 25 avril, les 12 000 qui étaient venus là, quand on les a matés là, c'est le résultat que vous voyez comme ça. Ça veut dire que s'ils arrivaient à arriver au palais de Koulouba, ils allaient tuer Assimi Goïta et récupérer le type là-bas. C'était comme ça la France. C'est-à-dire la France même trouve que c'est une humiliation que la façon dont Assimi Goïta a géré le dossier. C'est-à-dire on libère plus de 82 soldats et ils prennent leurs éléments. Donc quand vous regardez le scénario, vous vous rendez compte que ils ne peuvent pas accepter ça, mais ils sont obligés d'accepter parce qu'ils n'ont plus la force. C'est une défaite. Et nous disons de toujours maintenir le cap. Et ça c'est quoi? C'est le fait qu'on est militairement assis qui fait tout ça. Sinon la France pouvait venir taper le Mali, rentrer à Bamako, soulever le type là parti et montrer qu'ils sont puissants. Et vous vous rappelez que nous aussi on avait pris 3 maigrissons français ici, non? Absolument. Oui, vous voyez comment la France, comme il ne peut pas venir directement négocier, ils sont passés par le Maroc pour venir démontrer. C'est une humiliation. Et le capitaine Viro est resté serein. Les torturer jusqu'à la fin. Ils ont pris leurs enfants partis. Nous aussi, on a pris ce qu'on doit prendre. Ça s'appelle de l'intelligence diplomatique. Ce n'est pas partout on tire pour gagner. Il y a des moments où ils gagnent sans siffler même. Donc, et c'est ça aussi. Et c'est pourquoi nous demandons toujours à nos gens de savoir qu'il y a des combats qu'on va gagner sans tirer fusil. Et ce sont ces choses-là que vous voyez. Et quand vous regardez les 82 là, il y a beaucoup d'officiers là-bas et de sous-officiers. Donc c'est des gens même encore, une fois reposés, ils vont encore reprendre les calaches, ils vont aller mater ces salopards là en brousse. C'est pour dire que l'AES, on est serein. Si vous voyez qu'on est derrière nos dirigeants, c'est parce qu'ils sont des gens courageux, absolument, déterminés et qui disent qu'ils n'ont pas autre mission que de rétablir la dignité de l'homme noir et surtout du monde de l'homme haïtien. Et nous comptons et nous demandons aux ancêtres de toujours veiller sur eux, de leur donner longue vie, que le chemin qui est tracé puisse aboutir à bon port. Et que dans les jours, mois et les années ou siècles à venir, lorsque nous aussi nous serons à l'ONU, on dit voici les dirigeants, le président de l'AES. Il se lève et il parle en bamana et nous tous on écoute. Celui qui n'a pas compris, on traduit pour lui. Voilà. Merci donc pour ces différentes analyses. En tout cas, la géopolitique, la diplomatie AES et le reste du monde
bien sûr une dynamique qui continuera d'alimenter donc les thématiques au niveau de cette émission et regard sur l'avenir. Portez-vous bien.